Mais il n'y a pas de thème, je ne suis pas le thème. Je n'ai jamais suivi les thèmes, donc je ne vais pas aller, dire que là, j'ai suivi un thème. Alors pourquoi il est intéressant et pourquoi surtout je n'ai pas suivi ce thème particulier d'héritage? Parce qu'en général, bon, je ne les suis pas, mais celui-là en particulier, parce que j'aurais eu trop à dire. Parce que précisément, j'ai un héritage tellement lourd qu'il aurait fallu que je me creuse la tête, ce que je ne fais pas. Je ne suis pas un plasticien. Je ne suis pas quelqu'un où on dit, voilà le thème, travaillez dessus. Un plasticien, il met en forme des concepts. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire le lendemain. C'est un processus, et quand j'arrive au bout du processus, si j'arrive à une pièce, cette pièce-là, c'est pas sûr qu'elle se reduplique dans la suivante, parce que c'est un processus que je ne maîtrise pas. Mais que je maîtrise pas, évidemment, techniquement, je maîtrise, mais l'évolution interne à mon œuvre, je ne la maîtrise pas. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'elle va dans une direction. Je sais que je vais dans une direction, que je suis toujours surpris rétrospectivement de la cohérence rétrospective. Je dis, tiens, bah oui, c'est logique, j'ai fait ça, 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 ça. Mais par contre, je serais incapable, évidemment, aujourd'hui de dire ce que je vais faire demain. Et je sais que demain, je vais évoluer, mais je ne sais pas dans quel sens. C'est pour ça que faire un thème, c'est absolument impossible. Parce que faire un thème, ça supposerait que je sache ce que je vais faire demain. Non, donc c'est pas possible. Pourquoi c'est dur, l'héritage? Parce que j'ai un héritage lourd qui est celui de mon grand-père et de mon arrière-grand-père et de mon arrière-arrière-grand-père. Et ça fait depuis le XVIIe siècle qu'ils sont arrivés à Conches, ils étaient sculpteurs, et c'est une famille d'artistes. On dit qu'il n'y a pas de famille d'artistes, c'est-à-dire au sens, ce sont des familles d'artisans. Quand on passe le savoir-faire de père en fils, ce sont des artisans. Et quelque part, ça a été un peu la contradiction à laquelle je me suis trouvé avec mon grand-père, c'est qu'il m'a passé quelque chose de l'ordre d'une pratique, mais ça ne m'a pas sorti des problématiques de l'artisanat d'art, d'où je voulais sortir, moi, parce que j'étais formé pour être peintre. Je n'ai pas été formé pour faire de l'artisanat d'art. Donc, d'un côté, j'avais une tradition lourde, euh, familiale, liée à un artisanat d'art de haut niveau, parce que c'était des sculpteurs quand même. Hein. Mon arrière-grand-père était un vrai sculpteur. Mais d'un autre côté, il réalisait pour les autres. Il avait un petit côté aussi artisan. Il travaillait pour Giraud, même il réalisait des sculptures en bronze ou en marbre pour des sculpteurs. Mais il était prof et puis il faisait sa propre œuvre. Enfin, il était encore un peu dans une forme, voilà, il était praticien en fait. Mon grand-père, lui, il a fait son œuvre dans les arts déco et il a créé une technique. Cette technique-là, il me l'a transmise. Donc je suis arrivé finalement sorti des écoles d'art pour devenir artiste peintre et d'un seul coup, au bout de 8 ans d'errance, je me suis rendu compte que finalement, j'allais pas devenir peintre comme on me l'avait appris parce que c'était pas possible à l'époque, le contexte était trop compliqué, j'étais trop en opposition avec l'art dominant de cette époque-là, donc je me suis orienté vers ce que j'avais en main, ce que mon grand-père m'avait donné. Mais j'ai mis 50 ans à m'en débarrasser. Parce qu'en fait, la courbe que je fais actuellement, mais j'arrive au bout, hein, parce que comme c'est court une vie, mais c'est long quand même. Je suis parti à vouloir être peintre. J'ai fait une grande courbe par la pâte de verre, essayant de tordre mon projet et pour revenir à la peinture. Et là, je peux dire que je reviens de plus en plus aux questions finalement fondamentales de l'image, mais que j'ai appliquées dans mes œuvres. Donc mes œuvres, finalement, c'est de la peinture. Alors pourquoi c'est difficile de se débarrasser d'un héritage? C'est parce que l'héritage, il est à deux niveaux. C'est un héritage matériel et immatériel. Celui qui est gérable, c'est le matériel, c'est celui que mon grand-père m'a donné par testament. Il m'a dit, voilà, Antoine, il aura les ateliers, mes archives, et il m'avait dit, voilà, tu reprendras en quelque sorte la pâte de verre. Mais ce qui est immatériel, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la transmission d'inconscient à inconscient, ce qui est caractéristique chez Étienne, beaucoup plus que chez moi. Étienne n'a pas travaillé avec mon grand-père. Mais quand il a voulu décider, il s'est dit, tiens, après tout,
puisqu'il m'aidait à l'atelier, à un moment donné, il m'a dit, si je rentre là-dedans, j'en sors pas. Il n'avait jamais touché un bout de plâtre. Il n'avait jamais fait une école d'art. Il faisait de l'ethnologie, il travaillait avec des anthropologues importants, il a fait une thèse sur les pratiques de médecine traditionnelle dans le, je sais plus, c'était dans l'Orne, je sais pas quoi. Bon. Donc ça n'avait rien à voir. Mais quand il s'y est mis, quand il est rentré dans l'atelier et que moi j'avais commencé, je lui ai appris 2-3 trucs que j'apprenais aux arts appliqués, voilà, comment on taille un plâtre pour faire un modèle et tout. Il est parti comme s'il l'avait toujours fait. C'est là que j'appelle l'héritage immatériel. C'est que mon grand-père était un trou noir, en fait, comme un astre qui absorbait complètement les inconscients des enfants. Je suis bien sûr que Sophie, ma sœur, Monique, François, Édouard auraient fait de la pâte de verre, comme s'ils étaient nés dedans, comme si c'était de l'ordre de l'inné. C'est parce que on rentrait dans l'atelier, on était infusé. Et moi, ce que j'ai eu plus que les autres, c'est pas qu'il m'a enseigné quoi que ce soit, il m'a pas dit, enfin, si, plus ou moins, il m'a dit on fait comme ci, comme ça, mais très mal, très mauvais pédagogue, me mettant en échec en permanence. Mais par contre, je savais tout, alors que je n'avais rien appris. Quand j'ai rallumé les fours après la mort de ma grand-mère, j'ai repris l'atelier et tout, bah, je savais, c'était de l'ordre du réflexe. Je connaissais le bruit du four, je savais comment le régler, mais il ne me l'avait jamais dit, jamais appris. D'ailleurs, petite anecdote quand même, pour montrer comment ça marche l'enseignement chez Décorchement. C'était, je pense, 68, 69, je sais pas. Bon, j'avais 15 ans, quoi. Levé 6 heures du matin, la veille, j'avais fermé le four, j'avais entendu dire à ma grand-mère « Ça va Antoine, il sait fermer les fours ». Il ne m'avait pas dit comment on faisait. Hein. J'avais fermé le four, les briques et tout ça. Bon, j'étais tout content. 6 heures du matin, on prend le petit déjeuner, il dit « Bon, maintenant, tu allumes au 2 ». Comme ça. Je savais qu'il ne fallait pas que je pose de questions. Si je pose une question, j'étais un imbécile. Donc, il me laisse partir dans l'atelier. Il y avait un bidon avec des systèmes qu'il avait fabriqués lui-même, qui n'avaient rien de technologique, hein, des trucs fabriqués dans des plaques de cuivre qu'il avait gravées à la main, avec voilà, un petit curseur, avec une aiguille, et puis c'était marqué comme des centimètres et des millimètres. Alors, je me dis, c'est quoi? C'est 2 centimètres ou c'est 2 millimètres? Déjà, le gamin, bon, bon, je dis, comment c'est doux? Je fais 2 millimètres. Je descends, parce que c'était haut, voilà. Il y avait des problèmes de gravité pour le pétrole lampant, hein, c'était pas du tout. Et je vois que ça commence à goûter, donc j'allume comme je l'avais vu faire. Voilà. Je vois que la flamme part, ça fume beaucoup, tout ça. Puis je règle l'arrivée d'air avec des briques sur le foyer, et puis j'entends le bruit, je me dis, bon, c'est un peu le bruit que j'entends d'habitude, voilà. Il m'a laissé comme ça pendant 2 heures avant de venir dans l'atelier. Et puis, il arrive, il regarde dans le four, il dit, bon, maintenant, tu es responsable de la cuisson. Et donc, toute la journée, j'étais comme ça, un gamin de 15 ans, on le met dans des situations. Ben, il n'empêche que ça a été fondateur. Ça veut dire, il m'a dit, si vraiment tu veux le faire, tu peux le faire. Lui, il me dit toujours, le dessin, ça ne s'apprend pas. Si tu apprends le dessin, c'est que tu n'es pas bon. Un dessin, tu dessines. Il me disait, moi, à 8 ans, je mettais la perspective. Et il mettait des enjeux extrêmement hauts, mais si on ne suivait pas, on était nuls. Donc, ce qui veut dire aussi que c'est une grande exigence par rapport à soi-même. Et donc, cette initiation par, moi je dis par transfert là pour le coup, le concept n'est pas psychanalytique, pas loin d'ailleurs, transfert d'inconscient à inconscient, hein, sans qu'il y ait besoin de verbaliser beaucoup de choses. La présence et la proximité de quelqu'un qui avait une très grande exigence et puis qui demandait aux autres
d'assumer la même exigence par rapport à soi, à son travail, ça a été beaucoup plus formateur que les quelques combines qu'il a pu me donner. Par exemple, ma grand-mère insistait pour que, c'était au même âge, hein, puisque je suis resté quand même toutes les grandes vacances, les petites vacances, donc je bossais avec lui. Et ma grand-mère disait, mais il faut que tu lui donnes le secret. Parce qu'il avait un secret. Le décorchement, c'était un secret qu'il avait au niveau technique. Donc moi, je ne le connaissais pas. Je dis, comment il fait? Qu'est-ce qu'il y avait comme secret? Bon, et un soir, au dîner, c'était assez lugubre, la cuisine toute noire, de fumée de bois, etc. C'était le Moyen-Âge. Et ma grand-mère lui dit, il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises. Il y a un truc, c'était dans un problème d'initiation, quoi. Et il se lève de table, met les deux mains sur la table comme ça, puis il me regarde derrière ses lunettes de myope, puis on regarde comme ça. Puis il me dit, bon. Et là, il me débite toute la technique de la cire perdue, mais basique. Moi, je monte là-haut, tout montant dans la chambre, je note tout. J'ai retrouvé ce que j'avais noté, je n'avais rien compris. Mais il m'avait donné le secret, et qu'importe la réalité technique de ce qu'il m'a donné, il m'avait transmis. C'est de l'adoubement, c'est comme la chevalerie. Hein. Et, mais le lendemain, le matin, je lui dis, oui, il manque un truc. Le plus gros truc, le plus gros secret, je savais bien qu'il ne me l'avait pas donné, c'était la composition des moules qu'il avait mis tant de temps à mettre au point. Il a passé des années à mettre au point son truc. Et je savais que ça, il avait du mal à le lâcher. Et alors je lui dis, mais comment tu fais tes moules? Puisqu'on utilise des vieux moules écrasés. Alors moi, les gamins, ils disent, mais c'est quoi l'œuf et la poule? Comment ça a commencé? Comment il a pu avoir de la chabotte pour mélanger avec... Voilà, comment on commence? Et puis il me dit rien, toujours comme pareil. Puis il me pointe le mur près de la porte. Et la composition du moule était écrite sur le mur. Le secret était visible pour tout le monde. Donc ça, c'est des trucs où voilà, j'avais le secret, mais d'un autre côté, il n'y avait pas de secret. Le seul vrai secret, c'était d'arriver à 91 ans et d'être capable de monter devant moi, réparer la cheminée. Ça, je crois que c'est cette persévérance-là qui m'a vraiment le plus marqué. La persévérance. Encore une anecdote. Persévérance. On fait une cuisson c'était en 69. On fait sa dernière cuisson de vitraux. C'était des moules qui faisaient 1 mètre sur 1 mètre, ça pesait 80 kilos. Il fallait donc mettre une planche de bois avec les moules dessus, très fragiles, et glisser ça comme des petits pains dans un four de boulanger. Alors, il avait demandé à quelqu'un de venir l'aider, parce que son assistant était mort. Donc moi j'étais là, 15-16 ans, lui 90, et puis quelqu'un qui était là, qui nous aidait. Bon. Évidemment, la personne fait mal le truc, bouge le plateau comme il ne fallait pas, le moule pétait en deux. C'était plus d'un mois de boulot. Là, il l'insulte, il lui donne un coup de pied dans les tibias. Bon. Il avait de l'énergie. Et le mec s'en va et il me regarde, prend le plateau avec le truc cassé, on le pose sur la table, et sans même le temps de souffler, il me dit, bon, bah, faut recommencer. Et moi, je me suis dit, putain, il a 90 ans. C'est quoi son avenir? Il sait qu'il en a pour 1, 2 ans. Et sans sourciller, le mec, il est reparti. Et ça, avec Étienne, on l'a médité. Hein. Je lui racontais toujours ça, on en a eu des échecs. Et à chaque fois, on était comme ça. Alors nous, on était plus nerveux. On pétait les vieux plâtres de l'arrière-grand-père avec des cailloux, avec des petits canons, pour faire passer l'adrénaline, tellement on était énervé. Mais lui, pas un sou d'énervement. Voilà, persévérance. Ça, c'est l'héritage le plus fort. Donc comment on peut mettre ça dans une œuvre? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La seule présence de mes œuvres sont la manifestation de cet héritage, mais c'est quelque chose qui est l'ordre d'un concentré dans ma personne. Et ça ne m'intéresserait pas d'aller...
d'aller gloser sur cette question-là. Voilà, c'est ça le truc. Nous ne sommes que la résultante d'un héritage, qu'on le veuille ou non. Quoi qu'on ait fait, on est la résultante d'une histoire qui nous appartient, mais sur laquelle on n'a pas de contrôle. Notre colonne vertébrale, c'est de la mémoire et de l'inconscient de cette mémoire, de ce qui nous a structurés. Il y a des gens qui sont plus ou moins proches de leur passé. Il y en a qui sont totalement ignorants. Même s'ils en sont ignorants, ils sont quand même héritiers de quelque chose. On n'apparaît pas dans le monde à un moment X dans le vide. On apparaît dans quelque chose qui est déjà bien rempli, et à nous de faire avec ça. Il y en a qui font rien avec leur voilà, ce qui les a constitués, parce que l'héritage, c'est ce qui nous constitue. Symboliquement, comme je disais au départ, ou matériellement, il y en a qui sont héritiers, qui vivent avec une cuillère d'argent dans la bouche, ils naissent comme ça, puis d'autres qui construisent, mais de toute façon, même s'ils n'ont rien, ils ont quelque chose. Ils ont l'amour de leurs parents ou la haine de leurs parents, ils ont quelque chose. L'héritage, on n'en sort pas. Moi, je n'ai jamais considéré que les artistes étaient inspirés. La seule inspiration fondamentale, c'est le modèle intérieur. Le modèle extérieur, c'est une approche de l'art aussi. Il y a des gens qui sont voilà, pris, les impressionnistes, etc. Ils étaient avec la nature. Il y a des conceptuels qui ont des inspirations sociales, politiques, plastiques. Bon, mais moi, mon modèle, c'est le modèle intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans mon imaginaire, dans mon imagination, et que je ne connais pas. Et ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence ce que j'ignore et qui me surprennent. Si je fais un art qui est juste, lié à ce que j'ai pu constater, qui valide mes intuitions plastiques, politiques, etc., ça ne m'intéresse pas, parce que pourquoi je serais intéressé par quelque chose que j'ai déjà vu? Ce qu'il faut, c'est que l'art soit une petite avancée sur de l'inconnu. Et souvent, c'est là-dessus sur laquelle je fais la différence entre l'art et l'artisanat d'art, d'où je viens, et je veux dire, qui m'a posé tant de problèmes pour essayer de comprendre comment j'évoluais. C'est que l'artisanat d'art, il a des inspirations qui sont liées au diagramme dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut faire une table, une chaise, comment dirais-je, même un tableau décoratif, on sait qu'il a un marché et il a sa place. Et tout le monde sait ce que c'est qu'une table, une chaise, un vase, etc. Par contre, on n'attend pas une œuvre d'art. Elle n'a pas sa place, elle la prend. L'art, il crée l'espace devant lui. L'artisan, il remplit le marché dans lequel il se trouve, le monde dans lequel il se trouve, parce qu'on attend toujours qu'il y ait une évolution plastique des formes dans ce domaine. Mais qui attendait Guernica? Personne n'attendait Guernica. C'est précisément de cette surprise-là que je trouve dont il faut parler dans l'art. C'est ça qui m'intéresse. Donc ça, ce sont des procédures que je mets en place pour me surprendre. Et que, me surprenant, ça me fait avancer, parce que je me dis, tiens, ça, évidemment, je ne l'avais pas prévu. Je fais même de plus en plus en sorte que je ne prévois rien. C'est de plus en plus le hasard. Bon, j'ai évolué, hein. J'ai contrôlé jusqu'au point où j'ai pu contrôler. Mais donc, le hasard devient un des éléments moteurs avec lequel je m'associe pour que la surprise soit d'autant plus intéressante, et que le bénéfice, je veux dire, de la découverte, de la rencontre avec une forme, soit véritablement efficace. Il faut que ça soit efficace. Donc, il y a deux choses. Il y a les effets de couleurs qui créent plus ou moins des images dans une forme de fluidité. Ça, c'est la cuisson du verre. Il y a le verre, il n'y a que cette matière-là qui peut le montrer. Et puis, des éléments qui sont fixes,
qui sont des travaux que je fais de plus en plus, que je dessine. Alors là, ça change, hein, c'est juste, c'est tout récent, c'est bien de se faire. C'est que maintenant, je mets mes dessins en 3 dimensions. Avant, je faisais comme des dessins, mais il fallait que je les modèle. Alors que là, maintenant, mes dessins, directement, je les fais passer en 3 dimensions, je les fais en imprimante 3D, et là, je fais comme un moulage de mes dessins en 2D, ils passent en 3D. Ça, c'est une évolution technique que j'attendais, dont je rêvais, et c'est même Julien qui me dit, mais ça existe, ça existe, tu peux faire ça, voilà. Bon. Et d'un seul coup, bah, j'ai trouvé en fait la vraie solution. Là, c'était bien, mais c'était pas exactement ça. Là, j'ai vraiment trouvé la possibilité de mettre en relation finalement 2 choses. L'inconscience du hasard débridé avec ce minimum de contrôle que j'ai sur le dessin. Je travaille le dessin un petit peu de façon un peu non maîtrisée, voilà, et je mets en relation ces deux volontés. Il y en a une qui est totalement inassimilable, c'est celle du verre, et il fait ce qu'il veut, c'est le four, etc. Et puis, il y a cette partie que je contrôle. Voilà. C'est les 2 choses qui se mettent en place dans une œuvre, parce que bah, l'affrontement des 2 volontés, finalement, c'est comment on pourrait dire, c'est les 2 façons qu'on a de vivre dans le temps. C'est-à-dire, soit on se laisse évidemment prendre par la durée, c'est-à-dire on est pris là-dedans et on ne peut rien contre. Et puis il y a le temps des horloges, le temps de la mémoire, le temps du fixe. Et ça, c'est ce qui nous constitue. Donc on a une partie extrêmement stable, structurante en nous, qui est la structure fixe. Ça, c'est une mémoire sur laquelle on peut rien. Et puis, il y a le fait qu'on est dans la durée. Voilà, c'est ces 2 choses-là qui sont mises en place là-dedans.